Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première capsule vidéo du MOOC sur la gynécologie bovine et bien sûr dans son tout premier module qui est dédié bien sûr à l'étude des prérequis. Donc les prérequis comme étant bien sûr l'ensemble de bases nécessaires que chaque apprenant doit bien sûr savoir et maîtriser pour mieux comprendre par la suite sa gynécologie bovine. Et donc, ce module, bien sûr, il sera étudié par le biais de 4 sous-chapitres ou de 4 parties. Donc, la toute première partie, qui est le sujet de cette capsule vidéo, c'est l'anatomie du système reproducteur, bien sûr, chez la vache. Ensuite, la deuxième capsule sera dédiée à l'étude de sa physiologie sexuelle. Ensuite, on doit bien sûr savoir comment réaliser un examen gynécologique qui est complet et aussi les différentes techniques de diagnostic qui existent. Et puis enfin, donc, comment réaliser un diagnostic de gestation correct. Donc on va commencer par la première partie qui est bien sûr l'anatomie du système reproducteur chez la vache. Et donc, on va commencer cette partie par cette introduction sous forme de schéma. Donc, pour un peu savoir déjà l'emplacement de chaque organe génital dans cette silhouette qui est simplifiée. Donc déjà, il faut savoir que l'anatomie du système reproducteur de la vache, il est fonctionnellement regroupé en composantes en deux catégories, bien sûr. On a les composantes qui sont associées à la production, mais aussi au transport des ovocytes, mais on a aussi celles qui sont impliquées dans la gestation et la copulation. Et donc, de manière générale, donc, à travers ce schéma, je vais vous montrer brièvement l'emplacement de chaque organe génital. Et donc, bien sûr, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on a déjà l'appareil génital, il est situé en dessous du rectum. Et donc, on a ici l'emplacement de la vulve, qui est l'organe le plus externe de l'appareil génital. Donc, il est ensuite prolongé par le vestibule du vagin dans un premier lieu. Ensuite, le vagin. Donc, ensuite, après le vagin, on a l'utérus avec ses trois parties. Donc, on a le cervix ou le col de l'utérus. On a le corps de l'utérus qui est normalement ici. Et puis, la bifurcation qui va donner les deux cornes utérines qui sont prolongées, bien sûr, par les deux oviducts, mais aussi les deux ovaires. Donc ensuite, on a ces deux images donc, qui montrent encore plus l'appareil reproducteur de la vache. Et on a ici l'emplacement du vagin, bien sûr, le cervix ou le col de l'utérus, le corps ici avec la bifurcation et les cornes utérines qui vont donner les ovaires, après bien sûr les oviducts. Et ici, on a une autre image donc, qui montre cette fois-ci l'ensemble des ligaments donc, qui constituent l'appareil reproducteur. Et donc, on a le mésomètre ou le mésométrium donc, qui supporte l'utérus. On a le mésosalpinx qui va bien sûr supporter les oviducts et on a le mésovarium qui va supporter les ovaires. Donc on va commencer par la partie la plus externe donc, de l'appareil reproducteur comme je viens de le dire qui est la vulve. Bien sûr la vulve elle est formée de deux lèvres donc ces deux lèvres ils sont épaisses et ils sont revêtus de l'extérieur par une peau qui est ridée et qui est pourvue de poils fins courts mais aussi de nombreuses glandes sébacées. Donc, on a les deux lèvres vont se rejoindre au niveau de la commissure et on a du coup présence de deux commissures. La commissure supérieure qui est aiguë et qui va partir pour rejoindre le périnée. Et on a la commissure inférieure, donc, ou aussi la commissure ventrale qui est plus allongée et qui porte une touffe de poils qui abrite le clitoris à environ 1 cm à l'intérieur des lèvres. On a le clitoris. Le clitoris, c'est une partie qui est très importante de la vulve. Donc, c'est en fait l'homologue aux glandes de pénis chez le mâle et elle est composée d'un tissu, bien sûr, érectile qui est recouvert d'un épithélium squameux stratifié, mais aussi il est pourvu en terminaison sensorielle nerveuse. Pour ce qui est fonction de la vulve, donc on a deux grandes fonctions de la vulve. La première, c'est la protection de l'appareil reproducteur. Comment protéger l'appareil reproducteur? C'est tout simplement tout en évitant l'entrée de différents débris qui sont volumineux.
Ensuite, la deuxième fonction, c'est le fait que sa visibilité va nous donner des indications sur ce qui pourrait se produire, bien sûr, dans le reste du système tubulaire. Donc, par exemple, elle va devenir plus enflée et présenter plus de mouvements lorsqu'une vache approche du vêlage. Et cette enflure et ces mouvements vont indiquer bien sûr des changements qui se produisent dans le reste du système pour se préparer au vêlage. Donc déjà c'est un indice externe. On a aussi le deuxième exemple qui est en cas d'ostrus. On a la vulve qui va devenir enflée, mais on a aussi une sécrétion de muqueuse, donc qui peuvent bien sûr être des indicateurs d'ostrus et donc éventuellement faciliter l'application de différentes technologies de reproduction, donc notamment l'insémination artificielle. Donc comme vous voyez dans l'image, même si c'est pas très visible ici, mais on a une légère sécrétion de muqueuse, mais on voit très bien donc cette enflure de la vulve. Donc ensuite, en écartant la vulve, donc on voit apparaître le vestibule du vagin. Donc le vestibule du vagin, donc il conduit bien sûr dans le vagin. Donc c'est la portion du système génital qui est commune au système reproducteur, mais aussi au système urinaire. Il s'étend de l'orifice urétral externe vers l'extérieur et donc il est l'homologue de l'urètre pénien chez le mâle. Donc chez la vache, il mesure environ 10 cm de long et il est incliné ventro-caudalement entre les ossicums, ce qui va le rendre aisément explorable. Un hymen qui est une crête transversale moins définie chez la vache, il est situé à la jonction du vagin et du vestibule et on a l'ostium externe de l'urètre qui est très dilatable et doublé ventralement par le diverticule suburétral. Ce diverticule suburétral que vous voyez ici dans le schéma, c'est une entrée à éviter lors du cathétérisme de la vessie. Donc, on a aussi la présence dans la muqueuse du vestibule du vagin de nœuds lymphatiques pour lui donner bien sûr un aspect qui est finement granuleux. Donc ici dans le schéma, comme vous voyez, on a l'emplacement du vestibule du vagin, bien sûr avec la vessie, et on a la représentation de ce diverticule suburétral. Donc je vous donne une astuce lors de l'introduction du pistolet de l'insémination artificielle, qu'il peut arriver que la pointe de celui-ci s'introduise involontairement dans l'urètre. Donc pour éviter cela, on verra à introduire donc l'instrument le long du plafond vaginal pour éviter bien sûr l'urètre. Pour les fonctions du vestibule du vagin, donc les fonctions, ils sont généralement et essentiellement reliées à la présence de glandes vestibulaires ou ce qu'on appelle aussi les glandes de Bartholin. Ils sont en nombre de 2 et en forme d'amande, bien sûr une de chaque côté, et sont situées sous la muqueuse dans la partie postérieure du vestibule. Donc ils ont une structure qui est tubulo-alvéolaire, qui est similaire à celle des glandes bulbo-urétrales chez le mâle, et donc ces glandes, elles sont actives pendant l'ostrus et vont sécréter bien sûr le mucus lubrifiant plus des phéromones. Donc ces glandes vont maintenir la vulve de la vache humide pendant l'ostrus, et ce sont de glandes spéciales qui vont sécréter aussi, comme je viens de le dire, les phéromones qui sont des odeurs sexuelles attractives qui seront bien sûr éliminées dans l'urine, ce qui va expliquer à peu près pourquoi donc le taureau il aime lécher l'urine et renifle les flaques d'urine, c'est à cause de la présence de ces phéromones dans l'urine. On passe au vagin. Donc le vagin, c'est un tube musculo-membraneux qui est hautement élastique, qui est situé dans la cavité pelvienne au-dessus de la vessie et en dessous du rectum. Il est attaché crânialement au col de l'utérus et caudalement au vestibule. Sa longueur, elle est environ 25 à 30 cm. Et la vache, elle a une particularité spécifique concernant le vagin, c'est qu'elle est unique en possédant un muscle sphincter antérieur en plus du sphincter postérieur. Pour ce qui est paroi vaginale, donc elle est composée d'un épithélium de surface, d'une couche musculaire et puis une séreuse. Donc la couche musculaire, elle est moins développée par rapport à la musculature utérine.
Et la musculeuse, elle est très bien irriguée en vaisseaux sanguins, fibres nerveuses, mais aussi un tissu conjonctif qui est lâche et dense. Donc, on va parler à peu près du fornix, qui est le cul-de-sac crânial, qui est un cul-de-sac crânial au vagin et entourant le col. Il est plus profond dans sa partie dorsale. Donc, comme vous le voyez dans l'image, donc le fornix, il est indiqué par le cercle vert. Et on a l'ostium cervical ici à l'intérieur. Donc, pour des raisons physiologiques, les parois du vagin se touchent et donc on n'a pas de cavité au niveau du vagin, mais il est très dilatable, donc surtout pendant le part. Donc, on a aussi le vagin. Il faut aussi noter que le vagin n'est pas étiré au maximum dans le sens de sa longueur et donc la muqueuse peut présenter des plis longitudinaux qui sont plus accusés sur la paroi dorsale. Et donc, ça peut bien sûr provoquer ou ça peut constituer un obstacle lors de l'introduction du pistolet. Donc, je vous donne une astuce pour que ces plis puissent un peu disparaître. Il suffit de saisir avec la main le col de l'utérus par voie bien sûr transrectale et le pousser horizontalement donc, vers l'avant. Donc, ceci peut en quelque sorte faire disparaître ces plis. Donc le vagin, il contient un liquide, c'est le liquide vaginal. C'est en fait un transsudat à travers la paroi vaginale qui se mélange aux sécrétions de glandes sébacées mais aussi des glandes sudoripares. Pour les fonctions du vagin, donc le vagin a plusieurs fonctions parmi lesquelles la première c'est un organe copulatoire chez les femelles, donc dans lequel le sperme est déposé lors de l'accouplement naturel bien sûr. Deuxième fonction, bien sûr, c'est qu'il représente un conduit excréteur pour les sécrétions soit du col de l'utérus, soit de l'endomètre, mais aussi de l'oviducte. Donc, troisième fonction, c'est que le vagin se distend normalement lors de la mise bas pour permettre la délivrance du fœtus et donc il constitue un canal de naissance pendant la mise bas. Et quatrième fonction et dernière fonction, c'est que le fornix retient le sperme pendant une courte période avant qu'il soit aspiré dans le col de l'utérus par des contractions. Mais aussi, le fornix, il constitue un obstacle difficile lors de la tentative d'insertion d'une tige d'insémination artificielle. Et donc, dans l'insémination artificielle, on l'appelle la poche aveugle. Passons maintenant à l'utérus, qui est de type, bien sûr, bipartus chez la vache. Donc, voici en quelque sorte un schéma qui montre les différentes parties de l'utérus. Donc on a le cervix ici, après le vagin bien sûr, on a le cervix, le corps de l'utérus qui ne prend pas vraiment beaucoup d'espace et la bifurcation puis les cornes utérines. Donc pour ce qui est paroi de l'utérus, elle est composée de 3 couches. Donc, qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, la séreuse ou le périmètre, donc qui est parcouru par des vaisseaux et des nerfs. C'est en fait une continuation du péritoine abdominal sur l'utérus. Ensuite, on a le myomètre ou la musculeuse qui possède une couche longitudinale constituée de fibres musculaires lisses. Cette couche, elle est très épaisse. Ensuite, on a la couche moyenne qui soutient un important réseau vasculaire. Et ensuite, la couche circulaire, bien sûr, à orientation transversale. Donc, ensuite, on a la muqueuse ou l'endomètre qui est le revêtement épithélial interne de l'utérus et qui est organisé en 2 grandes régions distinctes qui sont les caroncules et les intercaroncules. Donc les caroncules sont les régions mucosales qui sont surélevées de l'endomètre et elles sont bien sûr hautement vascularisées et se joignent aux cotylédons des membranes placentaires fœtales pour former ce qu'on appelle les placentums d'un placenta cotylédonaire. Donc, on commence par la première partie qui constitue l'utérus, qui est le col de l'utérus ou aussi le cervix. Donc, c'est un organe en forme de sphincter épais à lumière rétrécie qui va venir pour relier le corps de l'utérus avec le vagin. Donc, le cervix, il se délimite à une extrémité par l'orifice interne de la matrice
et à l'autre extrémité par l'orifice externe de la matrice du côté vagin. Donc, il a une longueur d'environ 6 à 12 cm et un diamètre de 2 à 7 cm. Et il présente des crêtes transversales qui sont saillantes, qu'on appelle les anneaux annulaires et qui sont de nombre de 3 à 4. Donc, ils sont dirigés vers le vagin. Donc, ces anneaux vont s'emboîter pour fermer le col de manière sécurisée et donc empêcher et gêner l'introduction du pistolet lors de l'insémination artificielle. Donc, le dernier anneau parmi ces anneaux annulaires, donc, il est plus saillant et forme le sommet de la portion vaginale du col. Donc, il a un revers externe qui est occupé par des plis. Ces plis-là sont découpés en sorte de franges pour créer bien sûr une collerette qui est semblable à une fleur épanouie. Et c'est bien ce qu'on appelle la fleur épanouie. Donc, quand vous voyez ici dans l'image qui présente une vue interne du col de l'utérus, c'est l'encart artériole. Donc, on voit ici très bien les anneaux cervicaux. Pour ce qui est fonction du cervix, donc le cervix c'est un élément très essentiel et très important. Il a plusieurs fonctions, des fonctions qui sont très indispensables. La première fonction, c'est que le cervix, en fait, c'est une ligne de défense entre le vagin et l'utérus et on peut donc le considérer comme un passage étroit et difficile à naviguer qui aide à empêcher les corps étrangers d'entrer dans l'utérus depuis le vagin, donc bien sûr par le biais des replis internes saillants qu'on vient de voir, qui s'entrelacent bien sûr pour renforcer la protection. Et donc c'est une barrière contre toute infection de type ascendant. Donc la deuxième fonction, c'est que pendant la gestation, le col de l'utérus, il est étroitement fermé et rempli d'une sécrétion mucosique épaisse qu'on appelle le bouchon cervical. Et donc cela, bien sûr, crée une barrière physique entre le vagin et l'utérus pour protéger le fœtus en développement. La troisième fonction, c'est que dans les jours qui précèdent la mise bas, donc le bouchon cervical, il est expulsé et donc on aura une ouverture cervicale qui commence à se dilater pour faciliter l'expulsion du fœtus au moment de la mise bas. Donc, il a aussi un rôle d'expulsion du fœtus. Quatrième fonction, c'est qu'il agit aussi comme un réservoir de spermatozoïdes à travers les cryptes cervicales. Donc, il participe aussi à la sélection, donc non que le réservoir, mais il participe aussi dans la sélection des spermatozoïdes qui sont viables, tout en piégeant les spermatozoïdes dans les cryptes cervicales et empêcher le transport des spermatozoïdes qui ne sont pas viables et qui sont défectueux et donc prévenir la polyspermie. Cinquième fonction, c'est que le col de l'utérus, il facilite le transport des spermatozoïdes à travers le canal cervical vers la lumière utérine. Donc, ceci se fait de la manière suivante. Donc, les spermatozoïdes pénètrent dans le mucus cervical qui présente de nombreuses propriétés, notamment une élasticité, une viscosité, mais aussi une adhérence. Et donc, ils vont y voyager très rapidement. Non que le mucus qui aide dans le transport des spermatozoïdes, mais on a aussi l'assouplissement du canal, l'assouplissement cervical qui permet aussi le passage des spermatozoïdes. La deuxième partie ou le deuxième constituant de l'utérus, c'est le corps de l'utérus. Donc, c'est un tube unique ayant une longueur qui n'est pas très importante, environ 3 cm, et fonctionne comme une zone commune des deux cornes. Donc, le point où les deux cornes se divisent, il est ressenti lors de la palpation transrectale et c'est ce qu'on appelle la bifurcation externe. Pour ce qui est fonction du corps de l'utérus, c'est en fait le lieu de dépôt des spermatozoïdes lors de l'insémination artificielle. Donc, même sa longueur qui est très petite par rapport aux autres parties, mais c'est le lieu de dépôt des spermatozoïdes, c'est-à-dire que il a un rôle très important lors de l'insémination artificielle. Il a aussi, tout comme le col, un rôle de transport de spermatozoïdes, cette fois-ci vers les corps.
Passons à la dernière partie, ou le dernier constituant de l'utérus, qui sont les cornes utérines. C'est en fait un double conduit tubulaire à l'extrémité du corps de l'utérus. Et elle représente environ 80 à 90% de la longueur totale de l'utérus, donc avec une longueur d'environ 25 à 40 cm et une largeur de 1,5 à 5 cm. Mais ils vont bien sûr s'amincir vers l'extrémité crânienne. Donc ces deux cornes-là sont reliées par deux ligaments intercornuaux qui sont superposés, un dorsal et un ventral. Donc avec bien sûr le ventral plus étendu que le dorsal. Ensuite, bien sûr, on a les caroncules qu'on a vus dans la paroi de l'utérus. Donc, ils se trouvent essentiellement au niveau de la muqueuse plissée et ils sont peu marqués chez les nullipares. Donc, ici, on voit très bien les caroncules dont je viens de parler. Donc, il existe dans chaque corne 4 gros plis qui se subdivisent par des sillons transversaux, donc en des segments chacun. Donc, chaque segment de pli va s'isoler de ses voisins et donc va se soulever pour former une caroncule. Donc, celle-ci, elle est peu saillante tant que la femelle n'est pas gravide, puisqu'elle a un rôle surtout lors de la gestation. Donc, pendant la gestation, donc bien sûr, son volume va augmenter considérablement et cela devient un gros tubercule saillant et pédonculé d'aspect spongieux. Donc, lors de la gestation, donc, sa surface se creuse de cryptes et de cryptes dont chacun va recevoir un microcotylédon du conceptus. Donc c'est comme ça que s'organise la placentation cotylédonaire. Chaque unité va être formée d'un cotylédon et d'une caroncule pour former un placenton. Pour les fonctions des cornes de l'utérus, donc c'est essentiellement le transport des spermatozoïdes vers la trompe de Fallope. Ensuite, la reconnaissance maternelle lors de la gestation. Puis l'implantation embryonnaire, c'est à ce niveau-là où se fait. Mais aussi, c'est le site de croissance et de développement fœtal. Donc, en fait, l'embryon se développe dans les cornes utérines. Donc, où qu'il se produise, le fœtus se développe au sein d'une couche de membrane qu'on appelle le placenta. Et donc à travers lequel les nutriments de la mère diffusent, donc car il n'y a pas de connexion sanguine, bien évidemment directe entre le fœtus et la mère. Et donc les vaisseaux sanguins dans ces zones vont transférer les nutriments du sang de la mère dans le placenta qui sont ensuite transportés dans les fœtus via le cordon ombilical pour bien sûr favoriser la croissance et le développement de ce dernier. Donc de manière similaire, les déchets présents dans le sang du fœtus sont évacués à travers les placentums dans le sang de la mère. Donc ici, on note la différence entre un utérus qui est nullipare, qui est ici, et un utérus pluripare. On observe donc qu'il y a une asymétrie qui est très visible à ce niveau-là chez la femelle qui est pluripare. Par contre ici, il n'y a pas vraiment une asymétrie. Au contraire, donc il y a toujours une symétrie des cornes utérines. Donc en plus de ça, donc on note aussi qu'il y a une brillance à ce niveau-là chez la femelle nullipare, donc par rapport à la femelle pluripare. Passons maintenant aux oviductes, donc qui sont également appelés trompes de Fallope, tubes utérins ou ovariens ou aussi le salpinx. Donc ce sont des tubes jumelés et sinueux qui s'étendent des ovaires à l'utérus et se situent en prolongement des cornes utérines. Donc ils ont une longueur d'environ 20 à 30 cm et un diamètre de 2 à 3 mm. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher par une palpation transrectale. Ils sont suspendus à la paroi abdominale par le large ligament qui est le mésosalpinx qu'on a déjà vu. Donc cette structure peut être divisée en 3 segments fonctionnels qui sont donc l'infundibulum ou le pavillon aussi, puis l'ampoule
et dernièrement l'isthme, avec bien sûr les jonctions. On a la jonction entre l'ampoule et l'isthme qui est la jonction ampulo-isthmique et aussi une autre jonction qui est la jonction utéro-tubale. Donc on va voir ça plus en détail dans cette image, donc où on voit très bien ces trois segments. Donc on a l'infundibulum ou le pavillon, donc c'est une structure en forme d'entonnoir, donc elle est considérée comme un entonnoir. Non seulement en raison de sa forme qui est semblable à celle d'un entonnoir, mais aussi de sa fonction de capturer l'ovocyte lors de l'ovulation d'un follicule. Donc elle est située à l'extrémité ovarienne. Elle est composée en plusieurs franges qui sont des projections digitiformes qui aident bien sûr l'infundibulum à glisser sur la surface de l'ovaire dans la fibria ovarica qui renforce le mésosalpinx et qui relie l'infundibulum à l'ovaire. Donc ensuite bien sûr on a l'ampoule à ce niveau-là qui est ici. Donc c'est la partie médiane de la trompe de Fallope et c'est la région la plus longue de l'oviducte qui occupe plus de la moitié de sa longueur totale. Elle a également le plus grand diamètre. Elle se distingue par ses nombreux replis muqueux et elle est reliée à l'isthme via la jonction ampulo-isthmique. Donc cette jonction ampulo-isthmique, c'est le site de fécondation. Donc la fécondation se produit au niveau de cette jonction. Et enfin, on a l'isthme à ce niveau-là. Donc c'est la portion rétrécie de la trompe de Fallope qui se connecte aux cornes utérines. Donc elle a peu de replis muqueux par rapport à l'ampoule. Et elle a une paroi plus épaisse que l'ampoule et un diamètre plus petit que l'ampoule. Donc le sperme dans le tractus génital féminin atteint l'isthme de l'oviducte. Atteint l'isthme de l'oviducte et se lie aux cellules épithéliales muqueuses pour former un réservoir fonctionnel. Les oviductes vont s'ouvrir ensuite dans la corne utérine via l'ostium utérin et cela bien sûr marque le site de la jonction utéro-tubale entre l'utérus et les oviductes. Et ici c'est la pointe de la corne utérine. Pour ce qui est fonction de ces oviductes, donc plusieurs événements très importants se produisent dans l'oviducte, donc qui conduisent à la fécondation. Donc le nouvel embryon va rester dans l'oviducte pendant environ 6 à 7 jours. Donc on va traiter les fonctions de l'oviducte donc par ordre chronologique. Donc premièrement, lorsque l'ovulation se produit, l'ovocyte il est capturé par l'infundibulum et dirigé dans l'oviducte. Donc ils ont une fonction de collecte et réception des ovules via l'infundibulum. Ensuite, l'ovocyte se déplace à travers l'oviducte jusqu'à la corne utérine dans les 3 à 4 jours qui suivent. Et donc, l'ampoule fonctionne comme étant un moyen de transport pour déplacer l'ovocyte afin qu'il soit fécondé. Et donc, ils ont une fonction de transport et maturation des ovocytes via l'ampoule. Donc, l'ovocyte ensuite se déplace dans l'oviducte. Donc, l'ovocyte en se déplaçant dans l'oviducte où la fécondation se produit si les spermatozoïdes sont viables et sont présents. Donc, l'œuf, il reste capable d'être fécondé pendant seulement quelques heures. Et donc, il est très important que les spermatozoïdes fertiles soient présents près du moment de l'ovulation. Donc, s'il est fécondé, il commence son développement embryologique. Sinon, il se dégénère. Donc, c'est ici où se fait la fécondation des ovules et la première division embryonnaire à travers la jonction ampulo-isthmique. Quatrième et dernière fonction, c'est que l'oviducte crée un environnement propice au transport et à la capacitation des spermatozoïdes. Donc, des changements importants de la fonction des spermatozoïdes se produisent à ce niveau-là pour les transformer en des spermatozoïdes capables de féconder. Donc, cet oviducte peut stocker les spermatozoïdes pendant une courte période en attendant que l'ovulation se produise.
Passons maintenant aux ovaires, qui sont des organes ayant une forme ovale et souvent on l'appelle une forme d'haricot, et qui sont situés à une largeur de main de la ligne médiane au niveau du plancher pelvien. Donc ils ont une longueur d'environ 3 à 5 cm. Ils ont deux bords, deux surfaces convexes et irrégulières et deux extrémités. Donc l'ovaire droit, il est souvent légèrement plus grand que le gauche en raison bien sûr de son activité physiologique supérieure. Et ils ont une position qui varie en fonction du stade de la gestation ou de la taille et du contenu de l'utérus. Il faut aussi noter que pendant la gestation, les ovaires sont tirés plus vers l'avant, c'est-à-dire vers la cavité abdominale, avec l'utérus qui est en croissance. Il faut noter que les ovaires comportent une zone vasculaire centrale qu'on appelle la médulla et une zone parenchymateuse périphérique qu'on appelle le cortex. Et donc à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau du cortex, où on peut palper selon bien sûr l'état physiologique ou l'état de fonctionnement des ovaires, trois types de formations. Donc soit on est devant des follicules, soit devant un corps jaune, ou le cas échéant, on est devant des kystes dans les cas pathologiques. Donc voici une coupe sagittale d'un ovaire pour vous montrer le développement d'un follicule et sa transformation en corps jaune. Donc par ordre, on a le A qui représente en fait un follicule primaire. Donc les follicules primaires sont composés d'une cellule germinale entourée d'une couche de cellules. Et la plupart de ces follicules primaires ne terminent jamais leur développement, mais meurent et sont absorbés par la suite par l'ovaire. Donc les follicules primordiaux et primaires sont très nombreux dans l'ovaire, avec à peu près 2 à 3 générations au cours de chaque cycle. Donc ensuite on a le B qui est le follicule primordial, donc qui va terminer son développement en passant par plusieurs phases et en ajoutant des couches de cellules et qui vont former une cavité centrale. Ensuite, on a le C qui est le follicule tertiaire. Et après, bien sûr, on aura l'ovulation au niveau à ce niveau-là. Donc, la portion mince du follicule 2 de Graff qui va subir l'ovulation. Donc, la portion mince du follicule 2 de Graff va se rompre pour libérer le contenu du follicule, y compris l'œuf. Et c'est comme ça que l'ovulation se réalise. Ensuite et dernièrement, le E, c'est le corps jaune. Donc, dans les 2 jours qui suivent l'ovulation, donc la paroi folliculaire va s'affaisser et se plisser avec bien sûr une forte hyperémie. Et donc, la multiplication cellulaire continue dans l'ancienne granulosa pendant 2 jours après l'ovulation et 3 à 4 jours dans l'ancienne thèque. Pendant ce processus, donc, on a un coagulome central qui s'organise et donc le corps jaune est entièrement formé vers le 8e jour. Donc ensuite, la régression devient évidente et la saillie en surface diminue et le corps jaune devient ensuite fibreux. C'est ce qu'on appelle le corps blanc. Pour les structures qu'on peut trouver sur les ovaires, donc on a les follicules. Donc, les follicules, ce sont des vésicules dépressibles à parois minces. Donc, ils font saillie très nette à la surface de l'ovaire. Et cette saillie, on peut bien sûr le sentir au doigt sous la forme de structure ronde en continuité avec la paroi de l'ovaire, comme vous voyez ici dans l'image. Et là aussi, une consistance qui est liquidienne, c'est-à-dire c'est une structure molle lors de la palpation transrectale. Et aussi, il faut noter qu'on ne palpe que les gros follicules et jamais les plus petits. Pour les corps jaunes, donc à la palpation transrectale, ce sont des formations denses mais non dépressibles. Donc c'est une structure qui est comprimée à sa base et qui fait saillie au niveau de l'ovaire avec un sillon disjoncteur comme un champignon ou un bouchon de champagne. Donc environ 3 jours avant la prochaine ovulation, le corps jaune commence à régresser pour être remplacé par des tissus conjonctifs et former, comme je viens de dire, le corps blanc. Donc, ce corps jaune, il est palpable 3 à 5 jours après l'ovulation. Pour les kystes, donc dans le cas d'anostrus
où c'est un cas donc pathologique, donc où on a les ovaires qui sont petits et lisses. Donc, ce sont des formations qui sont persistantes. Donc, seul un examen répété va nous permettre leur diagnostic. Et on distingue donc deux types de kystes. On a les kystes folliculaires et on a les kystes lutéales. Donc, on va voir ça plus en détail dans la partie affection ovarienne. Et là, on passe aux fonctions des ovaires. Donc, les ovaires sont considérés comme les organes reproducteurs primaires de la vache et ils assurent à la fois donc, la fonction d'ovogénèse ou la fonction exocrine, c'est-à-dire la production de la cellule reproductrice féminine qui est l'ovule. Donc, contrairement à la spermatogénèse chez le taureau qui est continue, donc l'ovogénèse elle est cyclique et donc ils abritent les ovocytes qui seront libérés et pour se déplacer dans l'oviducte et par la suite fécondés. Donc à partir de là, ils deviennent un embryon qui va se développer en fœtus et finalement un veau nouveau-né. Donc ensuite, on a la fonction endocrine, c'est la fonction de production d'hormones stéroïdiennes ovariennes. Donc ici, il y a deux hormones essentielles dans cette partie. Donc on a les oestrogènes et la progestérone. La présentation touche à sa fin et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie qui est la physiologie sexuelle chez la vache.